Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Merci à Johan Offredo présent aujourd'hui du temps qu'il va nous consacrer. Merci Arnaud de m'avoir invité. Merci à toi, merci également à The House of Running, produit par iRun, qui nous permet de pouvoir enregistrer dans ce studio. Comment tu vas, Johan ? Bah ça va. J'ai remarqué que souvent quand on demandait comment ça va à quelqu'un, la réponse était souvent ça va, même quand ça allait pas. Et du coup non, ça va. Bon, tu vas nous expliquer tout ça. J'ai envie de rentrer dans notre discussion, dans la conversation qu'on va avoir directement dans le vif du sujet, en te demandant un petit peu comment tu as vécu cette transition entre la vie sportive, professionnelle, mais qui était surtout pour toi professionnelle, et la vie d'après, la retraite sportive. Comment s'est passée cette transition ? Elle s'est passée comme souvent, je pense. J'avais été mis en garde par beaucoup de coureurs anciens, notamment Pascal Chanteur, qui est responsable de l'UNCP, le syndicat des coureurs. Mais voilà, ça s'est fait brutalement dans la mesure où le 31 décembre 2020, tu es encore coureur, et le 1er janvier, t'es plus coureur. Alors c'est juste une date, mais dans les faits, ça fait beaucoup. Et en 24 heures, tu te transformes complètement. Et justement, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un cycliste, en l'occurrence Johan Offredo, qui voit partir ses copains, ses amis en stage, faire les premières courses ? Comment ça s'est passé pour toi, ces moments-là ? Ça, tu t'en rends compte au mois de décembre. Parce que les coureurs partent en camp d'entraînement, en stage, ouais. et en team building. Et puis toi, tu restes chez toi. Tu restes chez toi tout seul. Parce que malheureusement, comme beaucoup de cyclistes, j'ai vécu une séparation. Et c'est difficile. C'est difficile parce que d'habitude, tu fais attention à ce que tu manges. Tu fais attention à ton poids, tu fais attention à comment tu dors. Et là, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux manger autant que tu veux. Tu peux ne pas dormir, tu peux boire, tu peux fumer, tu peux faire ce que tu veux. Et ça, tu le fais depuis un moment déjà. Et du coup, tu n'en as plus envie. Et on est le 1er janvier 2021 et tu as déjà envie de remonter sur ton vélo. Et puis finalement, tu te rends compte que tu n'as plus forcément de lien avec ce milieu, alors que tu étais encore parmi l'élite il y a encore quelques temps. Alors ça va être ma question, ça, le lien que tu conserves avec le milieu professionnel, où tu as forcément certains sont des collègues de travail, mais d'autres sont aussi des amis. Donc est-ce que tu as toujours conservé dans ces moments que tu décris là, donc décembre, janvier, est-ce que tu avais toujours des liens avec les coureurs du peloton, ou même l'encadrement, ça peut être le staff, ou est-ce que la coupure a été brutale ? J'ai... par souci de je sais pas comment le dire, certainement pour me préserver, ouais. J'ai toujours fait le choix de pas entretenir ces relations avec que des gens du milieu du cyclisme, voire même très peu. J'ai des copains dans le vélo, dont certains que tu connais, Guillaume Judas, avec qui j'ai passé énormément d'heures à l'entraînement, mais presque dans un cabinet de psychologue, parce que quand tu roules avec des collègues d'entraînement, c'est plus que des copains, c'est des psys, parce que tu peux parler de tout quand tu fais du vélo. Tranquille en tout cas. Oui, tu peux encore parler. Mais du coup, finalement, effectivement, j'ai quasiment disparu des ondes radars des cyclistes ou du personnel ou du staff. Bon, on parlera de l'après tout à l'heure, et comme je le fais systématiquement, j'aime bien rebobiner un petit peu l'histoire, que tu nous parles de ton passage dans les rangs amateurs. Comment tu es passé professionnel ? Comment s'est fait cette période-là ? Est-ce que tu te souviens du moment où on te dit que tu as ton premier contrat ? Comment ça s'est passé pour toi ? La genèse commence même avant, parce que je suis né dans une famille tout à fait normale, avec un papa qui a fait du vélo sur le tard, mais qui était passionné de vélo, qui a eu beaucoup de difficultés à acheter son premier vélo, parce que le sport cycliste, mine de rien, c'est un sport qui coûte cher. Et il s'est donné du mal, il s'est beaucoup entraîné, il n'est jamais passé pro, mais il a toujours eu beaucoup de passion pour le vélo. Et puis à Noël, c'était en 96, j'avais 10 ans, j'ai reçu un cadeau qui était un vélo, un Vitus rouge. Et j'ai dit à mon père, on le revendra l'année prochaine.
Et parce que moi, le VTT, ça m'intéressait, mais pas la route. Et puis finalement, j'ai vite commencé la FSGT. Mais tu faisais quoi à ce moment-là? Tu faisais un autre sport ou tu n'étais pas du tout sportif? Quand tu as 10 ans, tu fais un peu de tous les sports. Tu fais du roller, tu fais du skateboard, sans aucune ambition. Mais tu vois, jamais je me suis dit que je vais être footballeur professionnel ou cycliste professionnel. Voilà. Jamais. Ça n'a jamais été. Tu n'as jamais eu à l'esprit. Non. Donc, ils t'offrent ce vélo, puis derrière, il y a c'est quoi? C'est les premières compétitions qui arrivent? Ah bah déjà, là, avant les compétitions, tu as les entraînements. Pour quelqu'un comme moi, qui était complètement novice, de mettre un cuissard en lycra, de mettre un maillot, c'était assez difficile. Et puis, je ne m'attendais pas à un sport aussi complexe. Il y avait la côte de Torfou à côté de chez moi, que je montais en voiture de manière quotidienne. Et là, je l'ai monté en vélo et j'ai fait 3 pauses dans cette montée. Et mon père s'arrêtait avec moi, me poussait. Et je me suis rendu compte que c'était un vrai métier, un vrai sport difficile. Et j'ai aimé ce côté difficile. En tout cas, tu fais bien tes armes parce que tu vas dans des clubs de l'élite amateur et quand tu passes professionnel, tu es à Nogent. Et là, en fait, comment ça s'est déroulé? Parce que quand tu es cycliste amateur, beaucoup, en tout cas, toi, tu n'as jamais rêvé de l'être, mais beaucoup rêvent d'être coureurs professionnels, d'en faire leur métier. Comment toi, ça s'est passé? C'est-à-dire qu'en début de saison, tu savais que tu allais passer professionnel à la fin de l'année. Est-ce que c'est dans la saison où la FDJ est venue te voir? Parce que tu as eu un passage où tu étais stagiaire. Comment ce passage-là s'est fait pour toi? Moi, je crois toujours dans la vie aux rencontres. Tu sors dans la rue, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas croiser quelqu'un qui va influencer ta destinée ou ta vie, ou peut-être l'heure qui va suivre. J'ai eu la chance de rencontrer Hervé Boussard, ancien coureur cycliste, entraîneur du Pôle France de Ouescal, qui m'a emmené faire une course, le Tour du Haut-Anjou, une internationale espoir, dans l'Anjou, et avec une arrivée en Mayenne, près de chez Marc Madiot. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans la fondation de la Française des Jeux qui m'ont financé mes études. J'ai fait un DUT en gestion des entreprises et avec la possibilité, comme tu l'as dit, d'être stagiaire. J'étais stagiaire au Tour du Poitou-Charentes et au Tour de la Somme, quasiment 2 jours après le Tour de l'Avenir où j'avais été en difficulté. Et finalement, je fais 2 du Tour de la Somme et quasiment le jour même, Marc Madiot m'appelle en me demandant si je souhaite passer pro, un contrat de 2 ans. Et moi, j'allais rentrer en licence. Et du coup, j'ai appelé ma maman. J'ai dit, qu'est-ce que tu crois que je fais? Elle me dit, si c'est ce que tu as envie de faire, vas-y. Mais c'était une surprise pour toi qu'on te propose? C'est-à-dire que quand tu fais tes courses, quand tu fais deuxième? Oui, parce que si tu veux, quand je vais en Tour de la Somme, je sors du Tour de l'Avenir. Et puis pour moi, je suis un mec qui fait du vélo, mais qui n'a pas de talent, qui arrive un peu à performer parce qu'il s'entraîne et puis parce que je suis grand, parce que j'ai des grands fémurs et je me trouve toujours, pas des excuses, mais au contraire, voilà, j'ai gagné parce que ça. Et du coup, pour passer pro, c'était quelque chose d'inenvisageable. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a du monde qui part à la retraite et puis ils ont besoin de quelqu'un. Et voilà. Donc tu passes professionnel et derrière, tu fais une belle saison parce que je crois que Milan-San Remo arrive l'année suivante. Voilà. Oui. Donc par-nous quand même, Milan-San Remo, quand tu parles de Milan-San Remo à tous les cyclistes, on connaît cette course qui fait quand même rêver. Et toi, tu te fais remarquer dès ta première participation. Parle-nous de ce moment-là où tu attaques entre la Cipressa, si ma mémoire est bonne, et le Poggio. La première année, j'ai replacé les coureurs dans la Cipressa et le Poggio. Et du coup, le directeur sportif à l'époque, qui était Martial Gaillan, m'avait dit l'année prochaine, il faudra vraiment que tu t'occupes d'Anthony Gélin, que tu fasses comme ça, comme ci et tout. Je sors de Tirreno où j'étais défoncé les courses à étapes, j'aimais pas ça, j'étais trop loin de chez moi et puis je suis quelqu'un de casanier, j'aime bien d'avoir mes points de repère et là partir longtemps, Tirreno ça dure 7-8 jours, après on reste encore en Italie et puis à Milan. Et finalement à Milan je me sens bien dans le final, je me sens nul toute la course, mais vraiment toute la course. Et vraiment mauvais. On passe les capis et puis finalement au bout des 250 bornes je me sens bien. Je regarde les visages des autres et puis je vois que les mecs ils tirent la gueule. Comment ça, eux c'est l'inverse, ouais. Et les mecs sont pas bien et puis moi ça va. Et puis il y a de moins en moins de monde dans le peloton et puis je passe la Cipressa, je vois Andy Schleck qui pète et puis pour moi c'était vraiment une star. Et moi j'étais qu'un petit figurant parmi tous ces acteurs. Et puis je décide d'attaquer parce que je me dis de toute façon, j'ai tellement pas confiance en moi que je vais péter dans le Poggio. Donc au moins mon papa va voir que j'étais présent au départ de Milan-San Remo. Parce que là, c'est quand même un moment clé. En fait, les secteurs dont on parle, la Cipressa, le Poggio, c'est là où la course, en tout cas, où ça se tend vraiment. Et toi, tu te fais remarquer à ce moment-là
Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu te rendais compte, alors peut-être pas dans le moment parce que tu es dans l'effort et dans la concentration, mais après, est-ce que tu te rendais compte que tu avais fait quand même une belle partie de manivelle dans un monument du cyclisme? Sur le coup, ça, non. Ça, ces moments-là t'ont pas donné confiance Non. Le reste de la saison? Sur le coup, et mon staff, et d'ailleurs Martial Gaillan l'a très bien dit au micro d'Eurosport, que c'était du n'importe quoi parce que les consignes n'avaient pas été respectées. Je rappelle que le but, c'était d'attendre Anthony Gélin. Je l'avais pas fait et que finalement j'étais un peu une tête brûlée et que ça servait à rien ce que j'avais fait. Et ce message, il a eu beaucoup de répercussions parce que j'ai ravalé ma chic et puis je me suis dit mais attends, moi franchement je me sentais vraiment bien. Peut-être que personne n'a voulu y aller à ce moment-là, mais moi j'ai pris du plaisir et finalement ça va influer quasiment toute ma carrière. Parce que ce que je recherche, c'est pas la performance en l'état pur, à savoir la victoire. Franchement, j'en parlais avec Philippe Brunel et je trouve que le fait de franchir la ligne le premier, il y a un côté un peu, je sais pas, ça me plaît pas. J'aime pas, peut-être que je suis pas assez doué tout simplement, mais en tout cas, j'aime pas cet esprit compétition. Alors que là, le fait de montrer que j'étais là parmi l'élite, ouais, ça faisait partie en fait de la performance. Ouais. Et c'est ce qui te nourrissait toi pour la. Et c'est ce qui m'a nourri sur le Tour de France quand j'étais échappé tout seul. C'est ce qui m'a nourri quand j'étais largué. C'est ce qui m'a nourri quand tu fais des attaques qui servent à rien, mais dans des moments clés où tu as des souvenirs de gamin parce que t'imagines Nico Matane attaquer à cet endroit-là, t'imagines Van Petegem. Je pense aussi que c'est pour ça que le public t'aime. Parce que le public français t'aime, a adoré te voir sur 3 Tours de France comme ça à l'avant. Ou pas un peu. Ouais, mais enfin, moi, mon ressenti, c'est que le public, quand même, il connaît Johan Alfredo, il le reconnaît, il aime discuter avec lui. Et c'est aussi parce que toi, justement, tu as besoin de cette relation-là. C'est aussi que toi, tu aimes le public. Mais moi, j'aime le public et puis c'est ce qui nourrit, l'athlète. Et je me rappelle que sur le Tour de France, j'ai vécu des moments. Mais là, tu fais un Tour de France maintenant, dans une période de Covid, sans public, avec les mesures sanitaires, à savoir sans spectateurs, mais ça veut dire presque sans moteur. Parce que les spectateurs qui sont sur le bord des routes, mais même les téléspectateurs, si on ne les entend pas, mais on sait qu'il y a énormément de gens qui sont derrière. Et ça te pousse. Tu fais un Tour de France sans public, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pareil. Tu sais que sur Milan-San Remo, on a un point commun. On a un point commun si je te parle d'une monture de lunettes jaunes. Tu sais que j'ai vu ça ce matin et j'avais complètement oublié. Effectivement. On a un point commun et j'étais très très honoré de pouvoir participer à la Race Cross America avec la même paire de lunettes que tu as portée sur un Milan-San Remo. 2010, je l'ai porté. Exactement. Ouais. Et c'est non, vrai 2013, je l'ai porté en 2013, excuse-moi. C'était pour mon retour. Ouais, c'est ça, 2013. Et d'ailleurs, on a eu des conditions météorologiques dantesques. Et j'étais très fier en tout cas de porter cette paire de lunettes. Je remercie le propriétaire qui est l'organisateur du Tour d'Orance également. Exactement. Qui m'avait prêté cette paire de lunettes. Et tu vois, voilà, je tenais à te faire la petite précision qu'elle a traversé les États-Unis en plus d'avoir fait Milan-San Remo. Et Greg LeMond, le soir de Milan, m'a appelé, m'a envoyé une petite photo et tout. Et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que j'ai beaucoup d'amour pour le vélo d'une manière générale. En tout cas, voilà, pour les gens qui nous écoutent, ce qu'il faut savoir, c'est que cette paire de lunettes était une paire de lunettes d'origine, des années 80, je crois. Oui, les High Shot de Greg LeMond. Voilà, avec un verre transparent, et c'était un vrai honneur de pouvoir porter ces lunettes en plus que tu les aies portées. L'année 2010, donc, tu te fais remarquer sur Milan-San Remo, et puis aussi cette saison, on va dire, est sanctionnée par une sélection championnat du monde. Tu es appelé par Jalabert en 2010, c'est ça? Ouais, exact. Tu as aussi participé au championnat du monde en 2016. Et ma question, c'est de te demander, c'est déjà quand on t'annonce une sélection pour des championnats du monde, qu'est-ce que ça fait? Et ensuite, quand tu es sur la ligne de départ, qu'est-ce que ça fait? Bah moi, c'est toujours la même logique. Hein. C'est beaucoup de stress parce que tu pourrais avoir un sentiment de fierté. Je me rappelle exactement quand Laurent m'a appelé. J'étais sur mon vélo, j'étais en train de rouler et puis je me suis arrêté et il me dit c'est Laurent Jalabert. Déjà, Laurent Jalabert, le vrai, c'était pour moi quelque chose d'impressionnant. Il me dit bon bah voilà, t'as retenu mon attention pour la sélection. Les championnats du monde étaient à Glenelg en Australie. Ça veut dire 10 heures de décalage horaire, ça veut dire beaucoup d'avions, ça veut dire des conditions qui sont difficilement qu'on découvre. Et du coup, c'est beaucoup de stress. Et je me dis non, je vais pas y arriver. Donc je préfère laisser ma place. Et finalement, Jaja me dit si, tu vas y aller. Parce qu'il y en a qui veulent pas y aller. Alors je me dis toujours bon bah voilà, c'est par défaut, on me choisit. Et ce championnat du monde là, pour l'anecdote, je suis désolé, je raconte un peu à chaque fois des anecdotes, mais je trouve que c'est ce qui est essentiel presque dans la vie. J'arrive à Glenelg
je ne reconnais pas le circuit. J'ai tellement peur du circuit, j'en entends parler. On me dit qu'il y a une bosse qui est énorme, que ça va péter dès le premier tour. Je ne reconnais pas le circuit. Ni moi, ni Romain Féhu ne reconnaissons le circuit. Le mercredi ou le jeudi, on décide avec Romain Féhu de faire une sortie de 8 heures. On fait une sortie de 8 heures. On ne mange pas pendant 5 heures, on ne mange pas du tout de sucre lent, rien. Vraiment dans le but d'appauvrir l'organisme en réserve énergétique et puis ensuite de les ramener juste avant l'objectif. Et je découvre les championnats du monde en même temps que la course. C'est-à-dire que tu avais des consignes particulières de protéger un leader ce jour-là ou c'était électron libre? On était en électron libre et je me souviens, Jaja m'avait dit « Bon, ça sera peut-être un peu difficile dans le final pour toi. Et tu auras pour but d'accompagner les coups, pas dans le money time, mais avant le money time, dans la partie où finalement il y a un peu les seconds couteaux qui partent. Et Jaja m'a dit c'est à 100 bornes de l'arrivée, il y avait 280, donc au bout de 180 bornes, crache dans les pognes et t'y vas. Et puis moi, je regarde mon compteur et je vois reste 100 bornes, faut y aller. Alors qu'il se passait rien. Puis j'y suis allé. Et on s'est fait rattraper vraiment dans le dernier tour. Et c'était une très belle expérience. Alors quand on se fait rattraper dans le dernier tour comme ça d'un championnat du monde, est-ce qu'à un moment donné, on pense au maillot? Ou pas? Non, jamais de la vie. Jamais tu as pensé au maillot? Jamais de la vie, mais c'est comme jamais j'ai pensé au maillot de champion du monde, et comme jamais j'ai pensé au maillot jaune, jamais j'ai pensé, même ne serait-ce qu'à la victoire de Tap, et ça c'est peut-être triste. Triste, pas forcément. Après, en tant que coureur professionnel, tu connais les réalités. C'est comme aujourd'hui, bien sûr. Tu vois les échappées sur le Tour de France, tu sais qu'à un moment donné, ça va rouler derrière. Oui, mais ça n'empêche pas que dans un coin de la tête, des fois, tu peux te dire s'il y a une ouverture. Non. Tu vois. Mais non. Parce que si tu veux, tu le disais à juste titre, il y a des gens qui t'aiment et il y a des gens qui t'aiment pas. Il y a des gens, quand tu t'échappes sur le Tour de France pendant 200 km, ils estiment que ça sert à rien, que c'est inutile. Mais alors, si tu poses la question à ton partenaire, alors, il déjà, va pas trouver ça inutile. Non, pas inutile. Et puis c'est tellement des moments magiques. On a cette faculté justement à voyager parce qu'on a tous un souvenir avec le Tour de France. Et quand t'es échappé et que tu t'imagines à la place de Ludo Dirksens ou Jackie Durand ou Eddie Seigneur ou qui tu veux, et que tu vois dans les yeux des gamins, tu vois les yeux briller. Alors, et toi, tu sais que tu roules pas très vite en plus, c'est pas très dur d'être échappé tout seul sur Tour de France. C'est peut-être, j'allais dire, c'est peut-être même plus confortable que d'être dans le peloton à stresser avec les chutes. Bien sûr. Et puis, t'as l'impression d'exister. Quand t'es dans le peloton, t'es au milieu de son coureur. J'ai conscience que je suis pas un champion. J'ai conscience que je suis pas le plus fort, pas le plus beau, pas tout ce que tu veux. Et que du coup, il faut pouvoir exister sur un Tour de France. Et quand t'as des sponsors, quels qu'ils soient, qui investissent dans le vélo, ils sont contents de voir leur nom sur un maillot pendant 5-6 heures d'antenne. Et puis, la vraie récompense, c'est pas le trophée de la combativité le soir que tu reçois, c'est vraiment les yeux des gamins et que tu crois. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Mais c'est vrai que j'ai lu une interview où un des représentants de Wanty Gobert disait que tu avais grandement participé à l'évolution de cette équipe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas pour ma part, quand je regarde notamment le Tour d'Italie en ce moment et que je vois ton ancienne équipe, je l'associe à Johan Fredo très clairement, parce que Wanty Gobert en France, pour moi, je fais l'association. Donc si moi je le fais, cette équipe, elle a été géniale. C'est certainement d'autres personnes qui le font aussi. Elle a été géniale parce que si tu veux, c'est complètement l'opposé d'une équipe comme la Sky, parce que il n'y a pas les mêmes moyens financiers, il n'y a pas le même modèle, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. J'en rigole, mais je disais l'autre coup, nous on arrive sur le Tour, on n'a pas la clim, on n'a pas de chauffage, on est obligé de limite de faire un petit feu dans le bus, mais c'était presque ça, mais c'était extraordinaire. C'est vrai que c'est pas les mêmes moyens, mais j'aimerais juste terminer sur les championnats du monde. Est-ce que tu as vécu 2016 de la même manière que 2010 ? C'est-à-dire que tu étais au départ de tes championnats du monde en 2016 dans le même état d'esprit qu'en 2010 ? Mais non, j'ai fait les championnats du monde de Copenhague aussi. Je ne sais plus en quelle année, mais pareil, dans la même état d'esprit que celui de l'Australie, avec beaucoup d'appréhension. Et la veille, je dis à Jaja, qui était toujours sélectionnaire, je prends pas le départ, remplace-moi. Et Jérémy Galland était là. Il dit ok, je te remplace. Et puis finalement le soir, je dis non, je vais peut-être essayer quand même. Et puis je suis échappé toute la journée avec Anthony Roux et je me fais rattraper dans les 2 derniers tours par Thomas d'ailleurs Vauclair. Bon, c'est des belles anecdotes. Mais par contre, effectivement, 2016, je suis avec Arnaud Desmar. On n'est pas dans le même objectif. J'ai plus de contrat à la fin de l'année, même 2 semaines après, parce que j'ai dit que je voulais quitter la Française des Jeux. J'ai toujours pas retrouvé de contrat. Mon objectif, il est simple, c'est d'accompagner Arnaud Desmar et comme je l'ai fait toute l'année. Voilà.
Et ensuite, alors, si on suit l'ordre chronologique de ta carrière, 2012, alors une saison, j'allais dire une saison blanche, mais moi je me souviens, et si tu veux bien en parler de cette année 2012, où tu as été, je ne sais pas si on peut dire sanctionné, je ne sais pas comment on peut appeler ce terme-là, pour des no-shows. Moi j'ai souvenir de voir Johan Ofredo qui était dans les universités, qui parlait de son parcours, des erreurs qu'il ne fallait pas commettre. Comment tu peux nous parler de cette saison 2012 où tu n'as pas couru pour justement, c'était 3 no-présentations, je crois. C'était 2 retards de soumission et un no-show. Alors, un retard de soumission, qu'est-ce que ça consiste ? On a un logiciel qui s'appelle Adams. On parle beaucoup de data dans le vélo. On a une data sur la géolocalisation. On doit mettre où on est tout le temps. Aujourd'hui, Arnaud, je suis avec toi. On fait un podcast. On est rue du Plâtre à Paris. Ça, typiquement, un professionnel doit oui, exactement. Dès qu'il est à plus d'1 heure de chez toi, il doit le spécifier. Et ce, pour les 3 mois. On peut changer tous les jours et pour les 3 mois à venir. J'ai soumis par 2 fois en retard et une fois, ils sont venus à la maison parce que c'était marqué que j'étais à la maison sur ma plateforme alors que j'étais en compétition. Et effectivement, je suis passé devant une commission de discipline, j'ai été suspendu. Ça, c'est une chose. J'ai accepté parce qu'effectivement, il y a des règles. Ça n'avait rien à voir avec le dopage, c'était simplement de l'administratif. D'ailleurs, c'est pour ça que la Française des Jeux m'a gardé. Ils étaient responsables pour partie d'un des retards. Mais clairement, ça m'a détruit. Parce que j'étais en pleine croissance, et puis d'un coup, toute mon innocence de gamin qui se posait pas du tout la question du dopage, du machin, de la carrière, combien de temps je vais faire, ou de mon rôle dans l'équipe, j'étais persuadé d'une chose, c'est que mon rôle il allait changer, que le regard des gens allait changer, et que plus rien n'allait être comme avant. Mais que ton regard à toi aussi allait changer sur... Mais bien sûr, voilà, bien sûr. J'étais méfiant, j'ai pas accordé ma confiance comme avant. J'en voulais aux gens qui m'ont pas soutenu, j'en voulais aux gens qui ont remis mon intégrité en doute, même s'il y en a pas beaucoup. Et puis je vais poursuivre avec mes anecdotes, parce que tu disais que j'ai fait le tour des universités, je l'ai fait, j'ai fait le tour des prisons aussi. Moi, ça m'avait marqué, ça. Je me souviens parfaitement bien de ces moments-là où on te voyait dans les différentes reportages ou interviews que tu allais partager justement ton expérience. Et finalement, c'est salvateur pour plusieurs raisons. Parce que quand tu vas vers les gens et que tu parles de ton expérience, ça te fait du bien à toi. J'ai fait le tour de France pénitentiaire avec la Française des Jeux aussi, où on proposait... c'était pas moi qui proposais, mais il y avait des remises de peine pour les prisonniers qui faisaient le Tour de France pénitentiaire. C'était une superbe expérience avec des gens complètement incroyables, avec des parcours de vie incroyables. Et du coup, ouais, je me suis ouvert, en fait. J'ai enlevé mes œillères, j'avais un peu la tête dans le guidon. Parce qu'un cycliste, souvent, il a la tête dans le guidon et il ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Et encore, un cycliste sur route qui fait de la compétition FFC, il va voir lui, il ne va pas voir celui qui fait de l'UFOLEP, il ne va pas voir celui qui fait du trail, il ne va pas le voir celui qui fait de la longue distance. Et finalement, on a tous une même passion, c'est celle du vélo. Aussi bien le mec qui est en prison que le mec qui fait du vélo et qui a 40 kilos de trop, ou le mec qui fait de la compétition. Ce qui veut dire que quand tu es revenu dans les compétitions en 2013, tu étais différent, c'était une personne différente. Déjà, j'étais moins fort. J'étais moins fort physiquement. T'as Arnaud Desmarques qui était là, qui dès la première course de l'année au Tour du Qatar s'est imposé. Donc forcément, ça c'était en 2012 même. Et j'ai fait qu'une course en 2012, c'était le Tour du Qatar. Et donc je savais que ça allait changer l'année d'après en 2013. Et j'ai vécu des moments difficiles. Je te disais que j'aimais bien les anecdotes. Je suis sur le Tour de Burgos, course en Espagne. Bien évidemment, je cours pas puisque je suis suspendu, mais je suis présent avec mon équipe de la Française des Jeux. Et je pars 1 heure avant. Le bus arrive. Tu fais l'étape 1 heure avant. Je fais l'étape 1 heure avant. Sauf que quand tu es tout seul et que tu as 200 bornes à faire, forcément, tu as intérêt à rouler vite, même 1 heure avant. Et la dernière étape du Tour de Burgos, qui arrive toujours au sommet, je pars 1 heure avant, sauf qu'au bout de 50 bornes, je me fais rattraper, vent de face. Et du coup, je me doute que je vais arriver avec beaucoup de retard, même si de toute façon, il n'y a pas de classement. Et sauf que j'arrive avec du retard et le bus est prêt à partir. Et sauf qu'il faut qu'ils aillent rendre les transpondeurs, je suis pas lavé. Et les coureurs s'énervent un petit peu et ils décident de partir sans moi. Et du coup, je reste avec la voiture de l'équipe. Et du coup, je suis rentré en voiture depuis le sud de l'Espagne. Et ça m'a fait un peu... je me suis dit, ouais, j'ai plus le même rôle, voilà, ça a changé. C'était quoi ? C'était des nouveaux coureurs qui avaient intégré ? C'était une ambiance où on t'avait mis de côté ? Comment tu peux l'expliquer ? Non, c'est parce que Parce que c'est dur quand même de... J'étais plus le même en fait. Dans le regard des gens, j'étais plus la même personne. Alors, tu es resté à la FDJ 9 ans, c'est ça ? Oui. Et 10 ans si on compte l'année de 2007 avec la fondation de la Française des Jeux. La fondation. Ouais. Et aucun...
aucun Tour de France à ce moment-là. C'est pas moi. Aucun Tour de France à ce moment-là. Et quel a été le déclic pour basculer sur l'équipe Ponty-Gobert, l'équipe belge? Le Est-ce déclic, que c'est il est une simple. rencontre? Le déclic, il est simple. Je te disais que j'en avais marre de la data. Il s'est passé. On est arrivé à la fin de quelque chose avec la Française. J'ai toujours eu beaucoup de sympathie. Sympathie, c'est même un euphémisme. Pour Marc Madiot, j'ai beaucoup aimé son équipe. Un peu moins ce qu'elle était devenue, même si c'est une équipe extraordinaire maintenant, avec plein de nationalités. Mais à l'époque, on était une bande de copains, c'était très familial, on allait en stage à Renazé et tout ça. Mais le milieu du vélo, d'une manière générale, c'est structuré et c'est professionnalisé. Mais j'étais arrivé à la fin de quelque chose et j'ai voulu arrêter le vélo. Et finalement, je me suis rendu compte que non, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire, où tu es bien payé, où tu fais quelque chose de différent tous les jours. Et je me suis dit, je vais redécouvrir le vélo d'une manière différente. Et pour ça, rien de mieux que la Belgique. Parce que pour moi, le vélo, c'est la bière, c'est les pavés. C'est vrai qu'ils sont sympas, ces Belges. Et du coup, j'arrive en Belgique et j'arrive dans cette équipe. Je vais pas raconter tous les détails parce que de la manière dont je suis arrivé là-bas, c'est encore invraisemblable. Une semaine avant, j'ai toujours pas de contrat. Et grâce à un photographe, je me retrouve à Charleroi, dans un hôtel... j'allais dire un hôtel de passe, mais c'était pas un hôtel de passe, mais c'était un hôtel d'aéroport. Et j'arrive au team building de cette équipe Ponty-Gobert, un team building qui consistait à boire les différentes bières d'abbaye de Belgique, et c'était extraordinaire. Et j'ai tout de suite su, malgré le manque de moyens, que tu étais au bon endroit. Que j'étais au bon endroit. Ouais. Et je me souviens de Hilaire qui me reçoit comme ça, gros personnage, Hilaire van der Skuren, un directeur sportif emblématique, qui a été chez Unibet, qui a été avec Vandenbroek, qui a été avec des... Il est depuis 40 ans, 50 ans dans le milieu, il a plus de 70 ans, et qui me dit « Oh Fredo, et toi bien roulé, et c'est l'équipe ici qu'il te faut. » Alors je sais pas très bien faire l'accent, c'est pas l'accent flamand. Si, c'est pas mal. Mais en fait, il parlait avec un langage entre l'anglais, le français et le flamand, et je me suis dit oh, « Papa !» Mais là, tu as su que tu étais au bon endroit pour l'ambiance, mais est-ce que toi, tes ambitions personnelles, elles ont à ce moment-là changé? Est-ce que tu avais envie de faire un vélo, cette manière de faire du vélo différemment? Est-ce que le Tour déjà était présent ou pas encore à ce moment-là? Non, pas du tout. Moi, à ce moment-là, j'ai qu'une idée en tête, c'est les classiques. Et Hilaire, il a qu'une idée en tête, c'est les classiques. Il dit, il dit en anglais, Johan, il a performé très jeune sur les classiques, sans beaucoup d'entraînement, sans beaucoup de structure. C'est vrai qu'on t'a considéré toujours comme un des meilleurs espoirs français sur les classiques ardennaises. Et il dit, tu as beaucoup travaillé pour Arnaud Démare, et maintenant, tu as la capacité de performer sur le Tour des Flandres, sur le Paris-Roubaix et sur Milan, et j'y crois. Et ça, c'est un discours que tu t'entendais plus dans l'équipe? Mais non, je l'avais pas entendu. Je l'avais pas entendu. J'avais besoin d'entendre ça. Et du coup, je fais une bonne entrée en matière parce que ça se passe bien, parce que je fais 14 des Flandres, 14 de Roubaix. Je continue avec mes anecdotes. J'arrive dans le Tour des Flandres. Je suis dans le final du Tour des Flandres. Pour moi, la plus grande course au monde. J'attaque. J'attaque dans le Heckenberg. Et en haut, je me retrouve avec Peter Sagan, Greg Van Avermaet, moi, Nassen et Niki Terpstra. Et on arrive dans le Vieux-Quarmont. Et qu'est-ce qui se passe dans le Vieux-Quarmont? Je me dis, il faut que j'attaque. Parce que je suis tellement nul que je vais péter dans le Patersberg. Et on est que 7. Je me dis, au pire, je fais 7. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Nassen avec Sagan et Van Avermaet qui se prennent une veste d'une barrière exact. En haut du Quarmont. Exact. Il y a Gilbert qui est devant. Au pire, je suis sur le podium. La course, elle est réglée. Et j'appréhende tellement. Il me reste que 10 bornes à faire, hein, mais j'appréhende tellement que je prends tout ce que j'ai dans la poche. J'avais des gels, tu sais. Et je mets les gels dans la bouche et je prends tout. Et j'appelle mon DS et il me refile des gels. Hop, je prends les gels. Sauf que les gels, il y avait de la caféine dedans. J'arrive en haut du Patersberg. J'étais explosé, les jambes, impossible de pédaler. Terpstra qui me rattrape, il prend 1 mètre, 2 mètres, impossible de le suivre. Et je me fais rattraper vraiment dans la dernière ligne droite et j'arrive même pas à faire dans le top 10 puisqu'il y a un groupe de 20 qui me rattrape et je fais 14. Sur le sprint final. Et j'étais content de pas avoir à faire le sprint pour la 3e place. Pourquoi? Parce que c'est trop de pression, c'est trop de... J'aurais eu peur d'être jugé si je terminais 4e au pied du podium, ou je sais pas. Et là déjà, tu avais la sensation d'avoir mis en avant ton équipe. Comment... Bien sûr. La personne dont tu parlais tout à l'heure, qui avait comme une expérience dans les courses professionnelles, ces gens-là viennent te remercier derrière pour la mise en avant du maillot, parce que quand une équipe professionnelle naît comme ça, c'est important de pouvoir miser sur des coureurs d'expérience. Et comment se passe l'après-course? C'est-à-dire, est-ce qu'on vient te remercier? Est-ce qu'on te parle d'objectifs? Est-ce qu'on te parle de performance?
Non, justement, non. Je monte dans le bus, les coureurs sont contents pour moi. Et on t'offre une bière. Et c'est ce que j'allais te dire, effectivement. Et on m'offre une bière. On m'amène une Orval, une bière belge réputée. Et en plus, elle est fraîche. Et je me dis, c'est vraiment l'équipe idéale. Mais c'est vrai que ça se voyait dans l'ambiance, dans ce que tu dégageais, que tu étais bien dans cette équipe. Et puis se présente à toi le premier Tour de France. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps pour avoir fait le Tour de France ? Est-ce que c'était un choix personnel de ta part ou est-ce que c'était des stratégies d'équipe qui t'avaient jamais amené au départ ? Les deux. Les deux, pourquoi ? Parce que, petit 1, j'ai pas confiance en moi. Je le répète assez depuis le début. Tu vas te lancer sur la Race Across France quand t'as pas confiance en toi et que t'as pas fait je comprends. Plus d'une étape. T'as fait une étape une fois de 300 bornes. Et puis, en l'occurrence Milan-San Remo, mais 3 semaines, tous les jours. Il faut une concentration incroyable. J'avais tellement pas confiance en moi. Et puis après, j'étais devenu un coureur de classique. Et dans la tête des gens, j'étais un coureur de classique. Et moi, je m'auto-persuadais que j'étais pas capable. Et là, on me dit, tu vas faire le Tour de France. Alors, quand on te le dit au mois de février, ah ouais, mais le Tour de France, génial, je vais le faire et tout. Putain, et puis là, tu te rapproches, les mois, tu vas en stage, tu montes l'école. Puis tu te dis, bah là, et là, tu ouvres le book. Tu te dis, bah là, on part dans une bosse. Et là, tu regardes les délais. Et là, tu te dis que ça va être un chantier. Et puis finalement, tu te dis, bah de toute façon, je suis là. Allez, je m'échappe. Et puis, tu t'en fous. Tu penses pas au lendemain. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, c'est un véritable coup de foudre pour toi, l'histoire du Tour avec le Tour de France. Parce que tu t'y sentais très, très bien. On savait que tu prenais les échappées la première semaine. Mais en tout cas, tu dégageais une image où tu prenais beaucoup de plaisir. Mais comment se passait la phase entre l'avant-départ, en fait ? Parce que je sais que les staffs sont plusieurs jours avant le départ officiel, pour les présentations d'équipe, pour les contrôles, ce genre de choses. Comment ça se passe pour toi, qui est quand même d'avoir l'air d'être assez angoissé sur ces moments d'avant ? Comment ça se passait pour toi à ce moment-là ? J'avais peur de tout. Est-ce que tu appelais ton directeur sportif en disant « je vais pas y aller » ? Franchement, ouais. Franchement, oui. 100 fois oui. Et même parfois, je faisais en sorte de pas y aller. Je me souviens que la veille du Tour de France, je buvais des bières et tout. Je me dis, de toute façon... Et puis, si tu veux... c'était quelque chose de trop grand, de trop beau, de trop extraordinaire. Et je me suis dit, je vais faire juste je vais rester 2 jours et puis je vais rentrer chez moi. Est-ce que tu avais la sensation de ne pas le mériter quelque part ? Bien sûr. Pour moi, c'était l'élite, le Tour de France. C'était vraiment... je me demandais ce que j'allais y faire. J'avais conscience de mes capacités. Je savais que je ne suis pas un excellent grimpeur. Bon puncher, mais certainement pas dans les 10 meilleurs mondiaux. Bon sprinter, mais pas dans les 10 meilleurs mondiaux. Et le Tour de France, c'est tout est décuplé. Et puis finalement... je me rends compte que peu importe où tu es, que tu sois en tête de peloton ou derrière, les gens te soutiennent. Et il y a un rapport aux gens et aux spectateurs qui est extraordinaire. Oui, parce que tu as vécu les échappées, effectivement. On te voyait très très souvent dans les échappées de début de tour, mais tu as aussi connu l'arrière du peloton, puisque tu as eu quand même des grosses mésaventures avec notamment un virus qui t'a quand même amoindri énormément et il a fallu que tu te battes pour être dans les délais. Donc là, comment ça se passe quand tu vois le peloton partir ? Bon, tu sais que tu vas passer une sale journée, vraisemblablement. Mais derrière, tu demandes à ton directeur sportif le délai, savoir si tu es encore dedans, si tu es à la limite. Parce qu'il faut se battre aussi avec ça. Quand on est malade et qu'on est fébrile sur un Tour de France, j'imagine que ça doit être un véritable calvaire. Mais il y a une anecdote aussi, j'ai lu ça il y a très peu de temps, en préparant justement notre échange. Tu es dans une ascension, tu vois sur le bord de la route un groupe de personnes handicapées. Et ça te rebooste complètement ? Ouais. C'était en 2017. Et je m'en rappelle parce que sur le tour, tu te dis tous les jours tu vas abandonner quand t'es pas bien. C'est facile d'abandonner. Regarde, quand tu fais de l'ultra-distance, tu fais la Race Across France, tu te dis, voilà, je peux m'arrêter à cette gare-là et je fais demi-tour. Quand tu abandonnes, personne ne s'en souvient, sauf toi. Exactement. Mais le plus gros drame, c'est soi-même. Et tu te dis, c'est vraiment facile d'abandonner. Il y a juste à déclipser la cale. Et puis le lendemain matin, je rentre chez moi et finalement, tu te dis, non, parce qu'il y a mes enfants qui m'attendent. Il y a la journée de repos et il y a mes enfants qui m'attendent. Et tu te dis, je leur avais dit de ne pas prendre l'hôtel parce que j'étais déjà pas sûr de passer la première journée de repos. Ils l'ont pris quand même. Et effectivement, je suis largué dès le départ sur cette étape. Je monte la croix de fer et je croise sur le bord de la route des gamins qui ont l'âge de mes filles, handicapés, tétraplégiques ou dans des difficultés de la vie. Et moi, je suis dans une difficulté, mais une difficulté de vélo. Et à ce moment-là, pour moi, pourtant, c'est terrible ce qui m'arrive, alors que c'est complètement bidon. C'est complètement bidon. Et t'as
un mécanisme psychologique qui se passe à ce moment-là et tu dis non mais je vais finir l'étape et je vais finir le Tour de France et ça sera ma plus grande fierté. Et les délais, je les regarde tous les jours, je les connaissais déjà, je connaissais les délais. C'est-à-dire que quand tu partais dans une aventure, tu connaissais les délais ? Bien sûr. Et tu sais très bien, encore pire, que quand tu t'échappes pendant 200 bornes tout seul la première semaine, 2-3 fois de suite, tu fais 600 bornes tout seul, ou à 2 ou à 3, tu sais très bien que la deuxième semaine et encore plus la troisième semaine, tu vas en chier. Et tu penses que tu n'as pas terminé le Tour de France. Et ça, c'est pour mon Tour de France 2017. En 2018, c'est différent. Tu dis, vaut mieux ménager sa monture. Ouais, si tu veux terminer l'expérience. Sauf que je termine le Tour, je suis pas fatigué. Attends, pas fatigué. Je suis pas défoncé, quoi. L'année d'avant, limite, je suis en fauteuil, quoi. Quand je termine le Tour, là, non. Le soir, duplex, machin, je vais en boîte, je suis content. Et je me dis, mais merde, j'ai pas vécu le Tour de France que j'ai vécu l'année dernière. Parce que j'ai pas été à fond du truc. Et après, t'as l'année d'après où je fais un Tour de France ridicule, dans le sens de la place, parce que je termine avant-dernier du Tour de France, mais un Tour de France extraordinaire. J'en ai chié du début à la fin. Il était peut-être extraordinaire aussi, parce que tu avais quand même eu, quelques mois avant, un gros accident. Cette chute sur le Grand Prix de Denain, je crois, qui est... j'ai encore revu la photo ce matin en préparant notre échange, mais pris par un photographe au moment où en fait, tu es en équilibre en l'air en fait, quelque part et tu vas percuter le sol. Tu as des souvenirs de l'impact et est-ce que tu peux nous repartager ce que tu as vécu ? Parce que c'était... moi, je me souviens des infos. Je suis sur les réseaux sociaux Eric Ramos qui donnait des bulletins justement régulièrement de ton état de santé. Je le remercie au passage parce que c'est lui qui nous a mis en relation d'ailleurs. Comment cet accident, est-ce que tu as des souvenirs où il y a eu un reset total ? Parce que quelque part, ce jour-là, cet accident-là, ça a été un petit peu le déclencheur de ta fin de carrière. Bien sûr. J'allais dire de la fin de ma vie. Maintenant, je ne suis pas à la fin de ma vie, mais ça a été compliqué parce que tu es coureur cycliste et que d'une minute à l'autre, tu tombes effectivement sur ce Grand Prix de Denain, sur un secteur pavé, une chute complètement banale. Collègue à moi qui chute devant moi, je peux pas l'éviter parce que je suis comme ça, je suis au millimètre tout simplement, et puis que j'ai pas les mains sur les freins et que je fais un salto et que non, je suis en train d'écrire en ce moment justement et je raconte vraiment des choses que je m'en rappelais pas, mais finalement les écrivant, je me rappelle des rayons de soleil sur mon visage, de l'aspect serein. Je me sentais bien, peut-être parce que j'étais plus sur le vélo et je me sentais bien. Et j'entends qu'on me pique les jambes, que ça répond pas, qu'on me pique les bras, que ça répond pas. Et j'arrive à Lille en hélico. Et à la place où je suis, il y a un médecin qui m'accueille donc en service de réanimation. Et à cette place, donc je suis pas en capacité de parler, je suis pas en capacité de bouger ni mes bras ni mes jambes. Donc tu vois tout ce qui se passe autour de toi, mais toi tu ne peux pas interagir en fait, c'est ça ? C'est ça. Alors est-ce que c'est le choc ? Est-ce que c'est le... Certainement. Et j'entends le médecin urgentiste qui dit que c'est drôle. Enfin drôle. Il a pas dit c'est drôle, je me souviens plus le terme. Il a dit c'est étonnant, étrange peut-être. Il y a 4 ans, jour pour jour, pas jour pour jour, à 3 jours de différence, on était au mois de mars. Il y a Antoine Demoitier qui est décédé dans ce lit-là. Antoine Demoitier, c'était qui ? C'était un coureur cycliste de l'équipe Ponty-Gobert qui est décédé à l'occasion de Gand-Wevelgem. Et il y a une moto qui l'a tapé, il est décédé. Et pas sur le coup, il est décédé au CHRU de Lille et ça a été dur pour moi. Et ça, tu l'entends ? Et ça, j'entends. Ouais, et je me dis que si je sors de là, bien sûr, c'était pas ma réaction première, la première. Je veux pas vivre. Je veux pas vivre si je suis tétraplégique. Et quand j'ai vu mes enfants, je me suis dit, si je sors de là, plus rien, ça sera jamais pareil. Et en fait, quel a été c'est quoi ? Tu avais perdu donc l'usage de ton corps quelque part pendant quoi ? Ça a été quoi ? 2 jours, 3 jours ? Je sais même pas te dire. Je sais pas. Et après, ça revient tout doucement. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu as eu alors pas le doute, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, c'est fini ? Parce que j'ai souvenir que tu remontais très très vite sur le vélo derrière. Est-ce que c'est pour conjurer le sort ? Bien sûr que c'est pour conjurer le sort. Et j'étais tellement persuadé que les choses n'allaient pas aller dans le bon sens et que ça allait pas s'arranger, qu'une fois que j'ai pu repédaler et que je me suis remis sur le jeu, je me suis dit, je vais être au départ du Tour de France. C'était hors de question que je laisse ma place. Hors de question. Et c'est certainement pour ces raisons-là aussi, avec ce que tu as vécu, avec ce que tu nous dis, que ce Tour de France a été différent. Bien sûr. Et il a été 100 fois différent. Il a été dans l'approche, dans la psychologie, dans mon rapport aux gens. Tiens, encore une anecdote. Je suis à la 2e journée de repos sur le Tour de France. Mon dernier Tour de France en 2020. C'est ça. Ça passe 2019. Vite. 2019. C'est pas 2020, ça passe vite. 2019. Et à la journée de repos, j'ai déjà raconté cette anecdote-là, mais
je vois un monsieur qui est là, qui nous attend pour signer des autographes avant d'aller rouler, parce que la journée de repos, on roule. Et du coup, on fait 2 heures de vélo et on retourne. Le monsieur est encore là. Et je parle avec lui, il me raconte qu'il a une tumeur au cerveau dégénérative, qu'il n'en a plus pour très longtemps, mais que je lui donne de la force. Mais il n'a pas le droit de me dire ça. Et moi, je suis juste un coureur cycliste. Et il me dit ça à ce moment-là. Et moi, dans ma tête, je me dis que si ça va pas les jours d'après, j'abandonne. Et quand j'entends ça, je me dis non, je peux pas abandonner. Ah, tu peux pas, ouais. Tu peux pas. Donc tu fais ce Tour de France et puis ces problèmes à la cheville reviennent, je crois, à l'automne, à l'hiver. Tu te fais opérer et puis finalement, c'est une blessure qui te gêne pour pédaler. Au quotidien, je suis pas gêné. J'arrive à marcher normalement, mais c'est vrai que quand je fais du vélo, j'arrive plus. Je peux plus déclipser. J'ai des douleurs et je vais à Herentals voir le professeur Classe. Très réputé, qui a opéré Julien, qui a opéré beaucoup de coureurs. Et effectivement, il y a des lésions au niveau du tendon. Et je me fais greffer. Et ça se passe pas très bien. Et je reprends la rééducation. Je fais 3 mois de rééducation. Et puis, je reprends la course en Arabie Saoudite, mais ça va pas trop. Et puis après, il y a le Covid, il y a tout ça. Et puis c'est la fin. Alors, à quel moment est-ce que tu as souvenir où tu as pris la décision de dire j'arrête en fait, j'arrête ma carrière professionnelle? Est-ce que c'est quoi? C'est une rencontre? C'est un déclencheur? Comment ça s'est passé cette prise de décision qui doit être terriblement difficile à prendre? J'ai toujours su que j'étais venu au vélo par hasard et que je repartirais du vélo par hasard. Et je me suis levé un matin, je me suis regardé dans la glace, il n'y avait pas de course, j'avais plus d'objectif, il n'y avait pas de reprise, j'avais mes enfants la semaine. J'ai eu envie d'aller en Corse, j'ai pris un avion, je suis allé en Corse, j'ai emmené le vélo et j'ai pas touché le vélo, pas du tout. Et là, je me suis dit, c'est le début de la fin, quoi. Et comment tu l'annonces à ton entourage, aux gens qui te suivent, à ton partenaire, qu'il n'y aura pas d'année supplémentaire? Je l'annonce pas. Je donne le change. J'essaie de montrer qu'il y a une possibilité, parce que tu te dis c'est difficile de renoncer à une carrière comme ça. Et en plus, tu sais que tu as l'opportunité de continuer, qu'on te donne 2 ans de plus. Oui, on peut te faire confiance. Oui. Et que, en plus de ça, mine de rien, tu es bien payé. Et puis finalement, ton rapport à l'argent, il a changé. Ton rapport avec les gens, il a changé. Et toi aussi, tu as changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et qu'il y a des choses que l'argent n'achète pas. Et que ton bien-être mental, que ton bien-être physique, l'argent ne peut pas l'acheter. Et qu'à ce moment-là, c'est terminé. Et je sais très bien que je ne me présenterai plus à aucune compétition de vélo. Tu sais, en ultra-distance, quand je rencontre des sportifs qui font des challenges comme ça extrêmes, que ce soit des aventures de sport ou autre, je passe toujours un temps sur l'après, en fait. Qu'est-ce qui se passe après une aventure? Une fois qu'on a fait, pour les gens notamment qui font des expéditions dans le grand froid, qui partent d'un point A pour arriver à un point B, le moment où tu arrives au point B est important parce que tu sais que c'est la fin de quelque chose, qu'il y aura plus les jours d'après seront différents. Et cette phase d'après, si elle n'est pas anticipée, si elle n'est pas préparée, ça peut être très difficile à gérer. Comment toi, tu l'as préparé déjà? Ou est-ce que tu l'as peut-être pas préparé? Et comment tu l'as affronté? Parce que c'est pas facile. En fait, tu as déjà la réponse dans ta question, parce que prenons l'exemple de la Race Cycross America. Quand tu fais un objectif, qui est quand même presque inaccessible, c'est quelque chose de... Et puis, tu arrives à l'objectif. Tu es dedans. Première étape, deuxième étape. Tu as des moments de doute. Tu te dis, tu sais pas s'il va arriver. Puis tu te dis, pourquoi je fais ça? J'aurais pu rester chez moi, tranquille. Ça arrive au 2e jour, ça. Ça arrive au 2e jour. Tu te dis, j'aurais été bien mieux chez moi. Il fait froid, machin. Dans quelle galère je me suis lancé? Et puis, tu arrives à la fin de ce truc-là. Et tu te dis, ouais, je l'ai fait. J'ai tutoyé le froid, la chaleur. J'ai tutoyé des émotions qui sont extrêmes. L'envie d'abandonner, l'envie de pleurer, l'envie de rire. Ouais, tu n'as pas que l'envie, tu pleures même. Tu pleures, mais bien sûr. Et moi, sur le Tour de France, combien de fois j'ai pleuré? Combien de fois j'ai rigolé? Combien de fois j'ai eu envie de... En fait, tu touches, je pense, un truc important, c'est que tous ces moments-là, moi je sais que notamment la Race Cross America, effectivement, quand j'ai terminé en 2013, les mois d'après, les 3 mois suivants ont été terribles. Terrible. Et je pense que j'étais comme effectivement une sorte de dépression où il n'y avait plus rien n'avait de sens. En fait. Mais non. Parce que tu prends tellement un shoot d'adrénaline et que derrière, il n'y a plus rien. Et si tu n'as pas d'objectif, c'est compliqué. Et en fait, je pense que ces moments-là, et le Tour de France certainement, c'est un condensé de vie en fait. En 3 semaines, tu as dû vivre un condensé de vie. Des bons moments, des moments plus difficiles, des belles rencontres, des déceptions. Et je pense qu'il y a pas mal de... Alors, même si ce n'est pas la même manière de faire du vélo, effectivement, il y a pas mal de similitudes entre les 2 aventures. Mais bien sûr. L'image du vélo, pour moi, c'est une métaphore de la vie.
il se passe des hauts, des bas, des déceptions, des réussites. Et tu as deux choses. Tu demandes ce qui se passe après. Après quoi ? Après le Tour de France, ce qui se passe, après le Tour de France, tu te dis, ouais, mais j'ai vécu la plus belle course du monde, j'ai vécu des émotions extraordinaires, je vais plus pouvoir recréer ça. Avec tout le respect que j'ai pour Paris-Corrèze, qui est une superbe course en France, je vais pas réussir à le recréer à Paris-Corrèze, parce que c'est moins. Ouais, bien sûr. Et tu as vécu des choses tellement grandes, et sur la carrière, c'est pareil. Quand tu fais le bilan de ta carrière, tu te dis, putain, il y a l'aspect primaire avec vraiment les choses. J'ai voyagé en business, j'étais en Australie, j'étais dans des beaux hôtels. Et puis, il y a l'aspect humain. L'aspect humain, c'est quoi ? C'est de me dire, je vais pas être capable de le faire, mais je vais le faire. C'est de se dire, c'est la fin, mais non, je vais retrouver les ressources nécessaires alors que je pense que je n'ai pas de ressources et je vais y arriver. C'est de se dire que on arrive à tutoyer des émotions. Il faudrait prendre les meilleures drogues de synthèse du monde. Il faudrait faire tout ce que tu veux pour réussir à recréer ça. Et à l'image d'un drogué, la redescente, elle est terrible. Ouais, c'est compliqué. Elle est terrible. Parce que t'as plus l'adrénaline, t'as plus l'endorphine, t'as plus tout ça. T'as plus le truc qui te fait rêver le matin parce qu'il te fait jobber. Tu fais attention à ce que tu bouffes. Non, j'ai plus d'objectif, je peux bouffer. J'ai pris 17 kilos, ça se voit. Et t'as plus de ce truc-là qui fait que tu te sens vivant. Je te disais hier, mercredi, j'ai roulé sous la flotte. Je me suis dit, putain, je me sens vivant, mais ça me manquait. J'ai besoin de ça. Et c'est vrai que tu parles d'épreuves d'ultra-distance, en l'occurrence celle que j'ai créée à la Race Cross France et que j'organise. Tu parles de la Race Cross America. Comment un cycliste professionnel qui fait des épreuves qui sont entre 200, 250, un peu plus pour les championnats du monde, mais comment un cycliste professionnel regarde cette discipline d'ultra-distance, ou en tout cas ses participants ? Est-ce que moi j'ai eu l'occasion une fois de croiser Romain Bardet en haut de l'Iseran, et quand je lui ai dit que les coureurs faisaient dans la journée entre 450 et 600, il a eu du mal à me croire en fait. Comment un coureur professionnel quel est le regard en fait sur cette discipline ? Il diverge en fonction des coureurs. Je pense que Romain a son avis. D'autres vont avoir un avis complètement tranché en disant que c'est pas du tout la même discipline, que c'est du cyclotourisme et que voilà, qu'ils ont la petite sacoche avec le bide et voilà. Et moi, avec mon expérience. Et aujourd'hui, à un instant T, tu m'aurais dit ça quand j'avais 25 ans et que pour moi, c'était la compète. Oui, bien sûr. Tu vois tous, et aujourd'hui, j'ai ce truc-là d'admiration, mais une vraie admiration profonde et avec beaucoup de respect. Par exemple, quand je suis en face de toi, c'est pas du tout, on se connaît pas, mais c'est pas du tout mon genre d'être intimidé par les gens, mais par exemple, j'ai autant de respect pour toi que Laurent Jalabert. Vous n'avez pas le même. Non, mais vous n'avez pas le même palmarès, mais vous avez cette même détermination à aller au bout des choses et surtout d'être allé au bout des choses. Et ça, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai énormément j'ai des vélos La Pierre avec lesquels je roule. Et l'autre jour, on est allé rouler avec Marine, qui va participer. Qui est sur la Race Cross France. Effectivement. Et elle me dit, mais là, tu peux me faire un programme d'entraînement parce que je vais participer à la Race Cross France. Mais je dis, mais t'es complètement malade. Et pourquoi ? Et en fait, je la vois le soir. Elle habite dans la région d'Annecy, mais du côté de Doussard. Et du coup, ça fait un bout quand même pour aller à Annecy. Et elle va prendre l'apéro à vélo. Je trouve ça extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Effectivement, elle est au départ de la Race Cross France et elle doit arriver d'ailleurs dans la région vers laquelle elle est. Et si on parle de Johan aujourd'hui et Johan demain, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu prépares ? Quel est ton avenir ? Donc j'ai lu, et on en a parlé juste avant d'ouvrir les micros, que tu voulais te diriger vers une carrière de journalisme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui ? Le sport, d'une manière générale, il peut exister que s'il est raconté. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et il doit être raconté, pas par des journalistes, mais... Après, chacun a son style, mais moi, il y a des journalistes qui m'ont impressionné. Philippe Brunel, il avait cette capacité à retranscrire et à faire transpirer une émotion. Et pour moi, le sport, d'une manière générale, s'il n'y a pas d'émotion, ça marche pas. Mais aujourd'hui, tu vois, le titre de ton podcast, Arnaud, ça s'appelle Dans la tête d'un coureur cycliste. Dans la tête d'un cycliste, ouais. Je sais pas si tu as pris la meilleure personne parce que même moi, je sais pas vraiment ce qu'il y a dans ma tête et ce qu'il y a dans ma tête un jour, c'est pas ce qu'il y a dans ma tête le lendemain et que pour l'instant, c'est un peu difficile à se projeter. Je serai dans un mois avec
France Télévisions. Sur le Tour. Mais à Issy-les-Moulineaux, malheureusement sur place parce que les conditions sanitaires ne le permettent pas. C'est beaucoup de pression, beaucoup d'appréhension. J'essaie d'être à la hauteur. J'aimerais bien devenir journaliste parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis et voilà, c'est difficile de se reconstruire ou de se construire. On va te suivre avec intérêt. Et j'aimerais également qu'on discute de data, puisqu'on est dans une période où les applications digitales pour s'entraîner, comme Zwift notamment, ont explosé avec le confinement. Toi, quel est ton intérêt sur ce type de sport ? C'est du e-sport, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu pratiques déjà ou est-ce que pour toi, tu préfères prendre ton vélo, même s'il pleut pendant 3 heures, et aller rouler sous la pluie que de faire 1h30, 2 heures sur un home trainer connecté ? Voilà, la data, d'une manière générale, dans le vélo, elle est arrivée brusquement, et je l'ai découvert à la Française des Jeux, où il y a des plateformes qui se sont mises en place, où on devait rentrer nos entraînements, notre profil de puissance. Voilà, c'est des choses qui, moi, manquaient de spontanéité, et ça m'a moins plu. Concernant le e-sport, j'ai eu cette discussion justement avec quelqu'un que tu connais aussi, je pense Gianni Marcarini, qui me poussait vraiment à faire ce genre de truc. Et moi, je dis non, c'est nul et tout. Et puis, il était un peu déçu parce qu'il m'avait trouvé un home trainer connecté, il m'avait trouvé un partenariat avec Zwift. Et finalement, je connaissais pas. Je connaissais pas parce que j'ai eu Frédéric Grapp comme entraîneur, qui est pro rouleau ou pro home trainer. Ouais. Et j'en ai bouffé trop. Des Jiménez, j'habite en région parisienne, du coup, quand il pleut souvent, il y a de la circulation. Pour faire des intensités, c'est mieux de les faire sur home trainer. J'en ai trop fait. Et quand il y a eu ce confinement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire des courses. Et j'ai dit non, c'est pas pour moi, quoi. Je veux pas en faire. Et finalement, je trouve ça assez ludique. J'en fais pas, mais je peux comprendre qu'il y a un côté addictif. Ouais. Ce qui veut dire que tu n'étais pas un coureur qui, à la fin de sa sortie, analysait ses datas, regardait sa courbe de puissance pour trouver son pic de forme. Non, je partais d'ailleurs souvent rouler sans compteur du tout. Je l'ai fait après parce que je me suis mis à Strava et encore sur Strava ça me dérangeait parce que tu sais il y a ce truc de com là où oui, de segments et le fait d'être battu alors que t'es professionnel, tu vois, ouais. Du coup j'aimais pas cette comparaison mais effectivement j'ai découvert ces choses arrivées. Alors est-ce que à tort ou à raison, mais pour moi, je n'analysais pas du tout les datas, loin de là. Au contraire, j'analysais mes photos sur mon téléphone si j'avais passé une bonne sortie. Tu parlais tout à l'heure de l'intérêt effectivement de ce type de plateforme, puisque d'aller rouler en extérieur, c'est dangereux. J'ai également... je suis cycliste, effectivement, je roule en extérieur, et on est très souvent confronté à la circulation et au stress, à l'énervement, des conducteurs routiers qui ont entre leurs mains un objet dangereux. Et dans mes différents périples, j'avais remarqué que le dimanche, principalement, les gens sont, alors que c'est un week-end, mais le plus énervé, en tout cas pour nous cyclistes, c'est le plus dangereux. Et en l'occurrence, toi, tu as été victime, on va dire ce genre de choses, d'un conducteur malveillant. Est-ce que c'est traumatisant de se faire agresser, vous en êtes venu aux mains avec ce conducteur? Comment se sont passées les sorties d'après ? Je veux dire, est-ce que sur la route, tu te retournes régulièrement pour voir où est la voiture ? Comment ça se passe, les sorties d'après ? Moi, je suis infernal de rouler avec moi. C'est fatigant parce que... alors maintenant, heureusement, j'ai un Varia de chez Garmin qui peut mesurer la distance et de la voiture qui est derrière nous. Derrière, oui. Mais sinon, je passe mon temps à regarder derrière moi. C'est très stressant, ouais. Je m'entraîne en plus avec les écouteurs quand je suis tout seul. Du coup, je passe vraiment mon temps à regarder derrière moi. Mais c'est à l'image de la société actuelle. On est dans un milieu un peu anxiogène. Effectivement, quand tu habites en région parisienne, surtout en région parisienne, tu as énormément de voitures, tu as énormément de stress, tout prend un temps fou. Je gagne mon temps en vélo, mais... effectivement, tu rencontres énormément de voitures et que quand il t'arrive quelque chose comme ce qui m'est arrivé, à savoir une agression, forcément, quand c'est ton métier, tu te dis, la fois d'après, tu te dis, est-ce que je ne ferais pas mieux de m'acheter un VTT ou un gravel et puis d'augmenter le ratio chemin par rapport à l'asphalte. Et aujourd'hui, tu es venu donc nous voir dans le centre de Paris en vélo. Comment tu pratiques le vélo aujourd'hui ? C'est-à-dire que tu es dans le plaisir, tu lèves plus la tête que justement d'être concentré sur ton effort. Comment tu pratiques le cyclisme aujourd'hui ?
Alors, je le pratique d'une manière totalement libérée, ça veut dire que je mets pas de réveil pour aller rouler. J'appelle personne non plus pour aller rouler parce que ça me mettrait de la contrainte ou ça mettrait de la contrainte à l'autre personne, et puis mon niveau est pas exceptionnel. Je le pratique un peu comme l'humeur qui va en fonction de la météo. Quand il fait beau, j'ai envie d'y aller. Quand il fait moins beau, j'ai moins envie. Et petit à petit, j'apprends à aimer le vélo. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire justement. C'est peut-être dans ces moments-là que tu prends peut-être le plus de plaisir. Parce que oui, c'est simple en fait, tout simplement. C'est génial. Tu vois, sur les quais de Seine, tu peux pas dire que tu t'entraînes sur les quais de Seine. Par contre, je fais du vélo sur les quais de Seine. Je passe au Trocadéro, je passe à Longchamp. J'aime bien Saint-Germain-en-Laye aussi parce que j'aime bien en gravel justement passer dans les chemins. J'aime bien. Je redécouvre le vélo et même un vélo utile. J'habite à Montlhéry dans l'Essonne et il y a une boulangerie qui est située à 900 mètres de chez moi, mais j'y allais en voiture avant. Mais c'est complètement ridicule. Et ça m'arrive encore parce que j'ai la rue Paul Fort pour montrer chez moi et elle monte à plus de 22%. Alors c'est un peu compliqué. Mais effectivement, j'ai un état d'esprit qui est différent. Et on va arriver sur la fin du podcast. Johan, s'il y avait un message à faire passer aux auditeurs qui nous écoutent et aux gens qui nous regardent? Profitez, faites ce que vous avez envie parce que franchement, la vie elle est trop courte et on a tendance vraiment à rouler avec des œillères ou la tête dans le guidon. Et ça, je m'en suis pas assez rendu compte. J'ai pas assez écouté, j'ai pas assez. On a la chance d'être dans une société où il y a une mixité culturelle, une mixité tout court, où tu as des gens qui ont des expériences de vie incroyables, qui peuvent la faire partager. Et la semaine dernière, j'ai rencontré Sébastien, qui est responsable d'une association Média Handicap, où il y a j'étais à Garches. Et ce jour-là, ça allait pas, tu vois. Il faisait pas beau, je me suis levé, ça allait pas. Ça allait pas, j'avais pas envie de faire de vélo, ça allait pas, et je suis invité. J'avais même pas envie d'aller voir ces gens-là parce que je me suis dit pourquoi moi, ils veulent voir des stars. Souvent il y a des stars de la télé qui viennent. Ils m'avaient invité, je dis pourquoi pas, je vais y aller. Je croise Philippe Candeloro, je dis il y a vraiment des stars. et puis je croise ces gens. Johan, 37 ans, tétraplégique suite à un accident de voiture, qui parle qu'avec les yeux. Et moi le matin je me lève, ça va pas, et puis je croise ces gens-là, et puis finalement ça va, et puis je rentre. Et puis je monte sur mon vélo et puis ça repart. Et ça va mieux. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Johan, du temps que tu nous as consacré. C'était un vrai plaisir de pouvoir Combien de temps avec toi. On a fait une petite heure ensemble, c'est très bien. Donc ça sera disponible très prochainement, la semaine prochaine, sur les différentes plateformes digitales. Et puis je te souhaite plein de belles choses pour l'avenir. On va te suivre et te regarder pendant ce Tour de France. Et puis je te dis à très bientôt, peut-être sur le vélo ou à côté. En tout cas, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.